Bonjour Hélène Guestern. Bonjour Sarah. On est ici à Nancy, place Stanislas. On dit où on est, parce que c'est un lieu qui est quand même formidable. On est au premier étage du Café Foix qui nous accueille pour cet entretien autour de votre 8e roman. Juste un mot tout de même sur Nancy, sur cette place Stanislas. Quel lien vous avez avec cette ville et comment vous la regardez et comment vous la vivez? C'est un lien assez ancien parce que je me suis installée ici au moment de faire mes études et puis j'en suis jamais vraiment partie, même si j'ai eu des années de résidence semi-parisienne. Et je trouve que c'est une ville qui est très très douce à vivre et le lieu où nous sommes est un lieu où ont été écrits un certain nombre de chapitres de mes romans d'ailleurs. D'accord. Ça veut dire donc que pour écrire, il vous arrive de vous échapper et de vous mettre au milieu un petit peu d'un brouhaha, d'un monde pour pouvoir écrire des extraits, des morceaux de vos romans? Oui, oui, très souvent. En fait, même avant la pandémie, je venais ici tous les matins, très tôt, dès l'ouverture, et je venais écrire pendant 1 heure et demie avant d'entamer la journée de travail. Et c'est agréable, c'est assez silencieux le matin, mais enfin, il y a quelques bruits de conversation. C'est assez agréable d'être dans le monde, parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui isole. Et le fantasme de l'écrivain assis seul à sa table de travail, ça a ses limites quand même. On aime bien aussi être immergé dans le bruit du monde. L'écrivain est d'abord un observateur, un écouteur du monde qui se vit autour de lui. Ah, tout à fait. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse arriver à nourrir une œuvre littéraire en vivant reclus dans une tour d'ivoire ou sauf à être très passionné par l'observation du vivant, de la nature par exemple. Ça, je peux le concevoir. Mais on observe, on met en mémoire, on se dit que ce serait intéressant de décrire telle scène, on se rappelle certaines paroles qui ont été échangées et ça, c'est vraiment très très important pour nourrir la plausibilité romanesque tout simplement. Cela dit, la fabrique de vos histoires et de vos romans, Hélène, s'appuie aussi beaucoup sur un terreau historique. Vous mélangez beaucoup l'histoire, des biographies, la grande histoire. Et c'est le cas d'ailleurs encore une fois ici dans 555. Et puis le romanesque, l'invention. Vous aimez mêler les deux choses. Oui, c'est un feuilletage intéressant. Je n'écris pas de roman historique, pas du tout. C'est-à-dire que l'histoire peut être une toile de fond, mais n'est en général pas la trame principale, peut-être sauf dans L'odeur de la forêt, où la guerre de 14 joue à part égale avec d'autres intrigues. Mais oui, c'est très intéressant d'arriver à retrouver des éléments du passé et à mettre des personnages sur la trace de ces éléments du passé. En fait, ce qui m'intéresse, non seulement c'est l'histoire, mais c'est aussi la trajectoire qui va emmener ceux du présent vers la connaissance de ceux du passé. Ça, c'est passionnant à décrire. C'est complètement ça, dans 555, hein, complètement ça, j'exagère. Euh, le titre, alors moi j'ai été très curieuse, je me suis dit est-ce que c'est 555 au début avant même d'ouvrir le livre ou est-ce que c'est 555 et c'est clairement 555 puisque c'est le nombre de sonates qu'a écrite officiellement le compositeur italien Scarlatti. Et il est question de sonates de Scarlatti dans ce livre. La première scène démarre sur la découverte dans un étui de violoncelle d'une sonate, en tout cas d'un manuscrit ancien. Il se trouve qu'on va se dire que c'est peut-être la 556e sonate de Scarlatti. Alors moi je ne connaissais pas du tout cette histoire-là qui dit que les amateurs de Scarlatti fantasment peut-être sur une 556e sonate. Vous partez de ce postulat-là, de cette découverte d'un manuscrit ancien qui serait peut-être de lui, ça n'est pas sûr d'ailleurs, pour nous faire découvrir des personnages tous différents, du musicien au luthier en passant par l'ébéniste ou collectionneur. Et à travers cette histoire de manuscrits, c'est aussi beaucoup de choses que vous soulevez, des histoires d'amour, l'histoire de maladie, de disparition, de vengeance aussi. Voilà un livre à plein de portes, mais qui est avant tout une image, je crois, en hommage à la musique. Est-ce qu'au départ, c'est parti de votre goût pour la musique et pour Scarlatti, ce livre ?
Ah oui, 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 ça c'est évident, sauf qu'il fallait du temps pour... quand on aime très très fort quelque chose, il faut bien réfléchir avant d'écrire dessus, on ne le fait pas n'importe comment. Donc je me disais, ce qui part d'un fantasme personnel, puisqu'évidemment tous les amateurs de Scarlatti sont horriblement frustrés qu'il n'y ait que 555 sonates, on aimerait bien qu'il y en ait 555 de plus, et on en serait absolument ravis. Mais on sait, et celui qui a catalogué l'œuvre, qui s'appelait Kirkpatrick, qui était un musicologue, savait lui-même que son catalogage avait des limites, qu'il y avait, comme il y a eu un certain nombre de copies, il n'y a pas de manuscrit autographe, en fait, il n'y a que des copies qui circulent dans différentes bibliothèques, donc il est tout à fait possible qu'il y ait des copies de sonates qui n'aient pas été identifiées. Donc ça, c'est un bon début d'intrigue. Le seul problème, c'est qu'un début d'intrigue, ça n'est jamais qu'un début d'intrigue, et que raconter une histoire de façon un peu mécanique ou astucieuse ne m'intéressait pas vraiment, parce que c'est un livre sur la musique et c'est un livre sur l'amour de la musique. Donc je voulais montrer un certain nombre de personnes qui aiment la musique, avec des raisons parfois, avec des motivations qui sont de temps en temps honorables et de temps en temps beaucoup moins honorables, mais en tout cas la musique leur tient au corps, ils sont enragés, et à partir du moment où ils entendent parler de cette possible 556e sonate, ils vont tous sans exception se mettre sur sa piste avec une ferveur inégalée. Ouais, c'est ça, ça rend fou. Ça rend fou, effectivement, ça rend fou. Et d'ailleurs, il y a un des personnages secondaires du livre qui, à un moment donné, vacille autour de ce gouffre-là, parce que quand on est trop profondément immergé dans la musique, je pense qu'il est assez difficile. La relation peut à un moment donné devenir tellement mystique, tellement exigeante, tellement absolue, qu'elle peut dévorer un être. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est toutes ces questions-là que vous relevez. Et puis, comme je disais, vous montrez aussi les différents métiers qu'il y a autour de la musique, tout ce qui permet de faire de la musique et d'arriver à un concert. Du compositeur au fabricant d'instruments, en passant par le musicien, etc. C'est tout ce monde-là que vous nous montrez à travers des personnages auxquels on s'attache, ou pas d'ailleurs, et qui ont tous leur propre histoire intime, et c'est les liens entre tout ça. Je trouve ça fantastique. Alors le livre est construit aussi, à chaque fois c'est un personnage qu'on suit, c'est sa pensée aussi qu'on suit, donc vous êtes en plus rentré dans la peau de chacun des personnages. Ça c'est aussi très intéressant, il est aussi bien homme que femme. Il y a un personnage, j'aimerais qu'on en parle un peu plus longtemps, et après on en parlera, on parlera d'autres. Mais il y a la musicienne Manique qui est juste magnifique et qui, elle, représente aussi le temps qui passe, la transmission. L'amour, c'est une femme qui aime une autre femme, et à travers elle, il y a absolument, il y a aussi toute une société qui peut aussi se regarder. Et cette femme est extrêmement touchante, et il y a son rapport à la musique qui est passionnant, qui évolue aussi, et il y a cette passion de la musique qu'elle a, et cette question qu'elle pose sur le don aussi qu'on peut avoir en tant que musicien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a pu enregistrer peut-être simplement les sonates de Scarlatti par rapport à d'autres? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Oui, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, puisqu'effectivement, je voulais avoir des hommes et des femmes, je voulais qu'ils aient des âges différents. Et elle, c'est l'interprète qui est pas encore au soir de sa vie, parce qu'elle peut encore jouer, mais enfin, elle a 77 ans dans le roman, donc elle sait qu'elle aborde quand même le dernier pan de sa vie. Donc, elle a perdu en vélocité parce qu'elle a de l'arthrose qui est en train de manger ses mains. Donc, elle a de moins en moins d'aptitude à jouer. Et en même temps, elle a de plus en plus d'aptitude à jouer parce qu'elle a tellement intériorisé la musique qu'elle en est arrivée à nouer avec elle un rapport tellement profond, tellement spirituel, que finalement, elle a les moyens de transcender la maladie pour continuer à jouer de la musique. Et elle a sa petite nièce, donc 2 générations après elle, dont elle voit éclore le talent et qu'elle décide à un moment d'accompagner. Elle dit voilà, maintenant il est temps que je reconnaisse qu'il est temps, il faut qu'elle déplie ses ailes, donc c'est à moi de faire en sorte de la mettre sur ce chemin-là. Et effectivement, c'était très plaisant à la fois de la décrire elle, mais de la décrire dans sa relation avec sa compagne qui est violoncelliste et avec sa petite nièce qui est pianiste. Et on a cette espèce de trio de femmes comme ça qui avancent chacune à leur manière dans la musique et qui ont décidé d'en faire leur vie. Et ça me semble très beau parce que c'est un vrai geste d'abnégation, de donner sa vie à la musique. Je crois que c'est comme d'entrer en religion, c'est le même niveau de sacrifice. Cette femme a donné sa vie à la musique, sa vie à sa compagne, et elle donne maintenant sa vie à sa nièce. Oui. Je disais la question de savoir
pourquoi moi, pourquoi j'ai de la chance, pourquoi je suis là où je suis. C'est une des questions qu'elle se pose, Manning aussi. Je me demande par quel détour le destin qui a chassé mes grands-parents d'Istanbul, de la pire des manières, m'a donné autant de chance, celle d'être remarquée par un prof de mon collège de Marseille, puis de réussir le concours d'entrée au conservatoire de Nice, etc., etc. Rien que cette phrase, moi, m'a touchée, parce que je me suis dit, voilà aussi, par moments, dans la vie, on ne choisit pas, et on peut se dire que nous, par rapport à nos parents, on a quelque chose on est, je sais pas, touché par la grâce, ou touché par la chance, par le destin, et elle est très touchante aussi pour l'histoire qui n'est pas racontée, mais qui est sous-entendue des parents. Et rien que ça fait de vous, je trouve, une grande auteure aussi, sur tellement de choses qui se disent aussi dans simplement une phrase. On comprend qu'elle vient de loin, que sa famille vient de loin aussi. Ça, c'était un petit écho au livre précédent, Armen, la biographie du poète arménien. Mais ce qu'elle pose, Manik Terzian, c'est la question du hasard et de la nécessité. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'on aurait bien tort finalement de se croire élu ou prédestiné. La vie, c'est une suite d'accidents heureux ou malheureux. Alors il se trouve qu'elles sont des circonstances heureuses qui lui ont permis de devenir musicienne. Mais en même temps, elle est consciente que tout ça aurait pu ne pas advenir. Et je pense qu'il en va ainsi de chacun d'entre nous. Et qu'on aurait bien tort de se croire différent ou privilégié de quelque manière que ce soit, parce que dans la destinée, la part du hasard, au fond, elle est très très importante. Et il faut savoir le reconnaître. Et c'est en ça, et rien à voir, bien entendu, mais en travaillant sur votre livre et sur cette rencontre, je regardais le monde autour de nous et ce qui se passe autour de nous. J'ai pensé à l'Ukraine, etc. Et je me disais effectivement, mais c'est de ça dont on parle aussi tous les livres, c'est aussi ces destins de gens. Et cette femme me posait bêtement la question, mais je ne sais pas si, je dis bêtement, mais voilà, ça fait écho, comme quoi même un livre qui ne parle pas d'un pays ou autre nous fait écho à ce qui se passe autour de nous. Vous comprenez Oui, mais c'est question ce qu'on se disait en début de conversation, c'est qu'on n'est pas imperméable, on n'est pas étanche au monde. Ce matin, sur France Musique, j'entendais un musicien, un chanteur d'opéra, qui était venu en Ukraine pour les vacances et il va rester. Et il n'exclut pas de se battre, sauf qu'il explique qu'il ne peut pas être soldat parce qu'il ne s'est jamais battu, il est chanteur. Donc évidemment, il ne sait pas prendre les armes. Il va peut-être devoir apprendre. Donc voilà quelqu'un qui rentre en vacances dans sa famille, qui avait une carrière de chanteur lyrique devant lui et qui, on l'espère de tout cœur, va passer à travers ça. Mais quand bien même il en réchapperait, il ne sera plus le même homme, c'est une évidence. Ça pèse lourd, en fait, le poids de ces circonstances qu'on oublie un peu parce qu'on est très privilégié, parce qu'on vit dans un monde de paix, qu'on n'a pas connu la guerre, qu'on n'a pas connu la faim, mais qui est là de toute façon. Et oui, il me semble que quand on est romancier, ce qui est intéressant quand on parle de personnages, c'est de leur donner une épaisseur, c'est de leur donner une profondeur. Parce que si on en fait de simples marionnettes qu'on agite à sa guise pour faire progresser une intrigue, c'est extrêmement triste. C'est tout le contraire. L'intrigue, c'est presque le prétexte à donner vie à des personnes, à des personnalités, à leur prêter des épaisseurs psychologiques, à leur prêter des sentiments, des émotions. Et c'est ça qui est le vrai défi de l'écriture et c'est ça qui est beau dans l'écriture. Alors l'intrigue est là. L'intrigue est là, on se pose la question pourquoi Scarlatti, c'est un musicien que vous aimez, c'est un compositeur que vous aimez. Qu'est-ce qu'il a de plus? En quoi sa musique vous parle, indépendamment du fantasme des autres sonates qui pourraient exister. Qu'est-ce qu'il a apporté aussi à votre écriture, qui prend aussi un souffle particulier? Dès la première page, il y a quelque chose d'extrêmement musical dans votre façon d'écrire, dans le choix des mots. On a l'impression presque par moments de lire des mots musicaux. Il y a un vrai travail, vous allez me confirmer ou pas, fait sur le choix des mots pour en faire un livre musical. Là aussi, comme peut-être une sonate, je ne sais pas, mais il y a des mots qui sifflent, il y a des mots qui chantent dans ce livre-là. Alors, pourquoi Scarlatti? Qu'est-ce qu'il a apporté pour vous personnellement et pour ce livre? Ah mais ça a été le choc de ma vie. Il y en a qui trouvent Dieu derrière un pilier d'église. Moi j'ai trouvé Scarlatti, pas très loin d'ici d'ailleurs, à 18 ans et crac, c'était parti. Ça a été le coup de foudre esthétique dont je ne me suis jamais remise. Il y a rien sur terre qui m'a touchée autant
que la musique de Scarlatti, qui m'a nourri autant que la musique de Scarlatti. Ça a vraiment été une déflagration. Donc j'ai pas eu beaucoup de mérite à mettre en scène des personnages qui en sont fous amoureux, parce que c'est mon cas. Donc ça, il suffisait de transposer, j'avais pas à chercher très loin. Et concernant l'écriture, c'est un très très beau compliment que vous me faites. J'ai pas eu l'impression de travailler plus la musicalité dans ce livre-là que dans les autres, parce qu'au fond, ce souci que j'entends plus moi comme un souci de rythmique et de justesse, il est omniprésent. C'est-à-dire que il faut une fluidité, il faut un rythme, il faut du même et du différent, il faut du lent et du rapide, il faut du forte et de l'andante. Donc on est toujours là-dedans quand on est en écriture, dans cette recherche de rythmique. Et surtout, il ne faut pas de fausses notes, donc ça c'est extrêmement important. Mais ce qui s'est passé pour ce livre-là, c'est qu'il a été réécrit un nombre considérable de fois, à peu près chaque chapitre. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'être travaillé, retravaillé, retravaillé, parce que pour des raisons diverses et variées, l'écriture s'est infiniment étalée dans le temps. C'est-à-dire que quand je reprenais, je m'étais arrêtée pendant plusieurs mois. Donc je me disais non, ça ne va pas. Donc je réécrivais beaucoup plus finalement que si j'avais travaillé au long cours à cause de ces interruptions. Et je pense que c'est à force d'écriture, de réécriture, que je suis à peu près arrivée à ça. Et notamment en faisant un travail assez étrange qui consistait non pas à relire le livre dans l'ordre, mais à relire toutes les voix du même personnage d'un seul coup, puisqu'ils parlent en alternance, et qu'ils aient chacun leur grain de voix. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui parle exactement comme un autre. Ça, c'est un énorme travail. C'est un travail considérable. J'ai jamais tant travaillé, je crois, enfin si peut-être, enfin j'ai beaucoup travaillé, mais c'est du travail qui n'est pas du travail, parce qu'on sait que ça fait partie inhérente de l'écriture, et de toute façon on ne peut pas se satisfaire de moins. À partir du moment où on estime que c'est pas abouti, on attend et puis on retravaille. Vous publiez depuis 2011, oui. Le premier c'était 2011, donc à peine plus de 10 ans. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait écrire? Qu'est-ce qui vous fait à chaque fois repartir dans une nouvelle aventure romancée? C'est une très bonne question. Il est possible que je ne sache pas faire autrement. Alors avec les années, ça devient de plus en plus difficile parce que la pression du travail s'est accrue d'une manière assez délirante. Donc trouver du temps régulièrement, tous les jours pour écrire, même ça devient très compliqué. Même 10 minutes, un quart d'heure, ça devient compliqué. Mais le fait est que quand j'écris pas, ça ne va pas. Je suis malheureuse. Et qu'au moment où je me remets à écrire, ça va mieux. Et on a la peur à un moment donné de l'épuisement, dans tous les sens du terme, donc déjà de l'épuisement de soi, puis de l'épuisement de ce qu'on peut avoir à dire. Et puis finalement, on se rend compte que la vie nous rapporte toujours son flot d'histoires à raconter et que cette machine-là, elle n'est jamais finie. Et au bout de 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'aborder l'écriture? Je pense que je le fais comme tous les gens qui écrivent sur un temps plus long, avec moins de légèreté qu'au début. Parce qu'au début, on est dans une espèce d'inconscience, comme ça, on écrit sans se poser de questions. Au fur et à mesure du temps, on avance en se posant des questions. Et il y a aussi la question de l'évolution dans sa propre écriture. Parce que si écrire consiste à répéter la même formule du premier roman jusqu'au dernier, ça aussi c'est d'une tristesse infinie. Donc il y a à la fois la question de raconter une histoire, mais de plus en plus présente, il y a la question de comment est-ce qu'on raconte cette histoire, puisqu'à chaque fois quasiment, il faut réinventer une forme. Et ça, plus le temps passe, plus c'est difficile. Est-ce que vous êtes sur une écriture sous contrôle ou parfois ça devient incontrôlable? Oh, je ne peux pas dire que j'ai des grands moments mystiques où je me mets à écrire des choses qui me dépassent, parce que comme ce sont des romans qui sont quand même très construits du point de vue de l'intrigue, il est difficile d'avoir des moments comme ça où on partirait dans de grandes improvisations. Mais il est certain qu'au moment même de l'écriture, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas décidé. Et il y a même au fil de l'écriture, des personnages qu'on estimait secondaires qui vont devenir prépondérants parce que tout à coup leur place s'impose, et d'autres qu'on estimait prépondérants qui vont au contraire rétrograder. C'est à la fois une grosse mécanique, à la fois très solide et très fluide. C'est très étrange, un roman en cours d'écriture. Il y a des choses qui sont intangibles, qu'on ne peut pas changer parce que sinon tout s'écroule, mais il y a de la marge en fait. Et il y a beaucoup de choses qui bougent sur cet échiquier-là. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans l'enquête? Il y a presque un côté polar dans celui-là. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le travail de l'enquête et dans le côté un peu mystérieux que peut générer notamment cette histoire-là?
Alors, quand j'étais petite, j'ai voulu exercer un certain nombre de professions, notamment détective. Ah, j'adore. Et j'avais même, on m'avait offert le manuel du parfait petit détective que je lisais assidûment. Et puis après, je me suis mise à lire des romans policiers. Alors, je me suis dit que je ne serais peut-être pas détective, mais de manière générale, l'énigme, c'est quelque chose qui me fascine. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose à chercher et quelque chose à découvrir, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est même pas la question de la révélation de la vérité, puisque la vérité importe très peu, c'est la question de ce qui nous met en mouvement pour détecter ce qui n'est pas encore su, pour déchiffrer les secrets, pour exhumer le trésor enfoui. Ça c'est une dynamique qui est fascinante. Et qui raconte aussi le lien qu'on a les uns avec les autres, parce que je le disais dès le départ, c'est différents personnages qui ont tous un lien avec la musique, mais qui ont tous un lien avec les autres. Et des personnages que vous racontez de façon isolée et qui ont leur propre histoire, mais ce que vous racontez, ce que vous creusez à travers ce livre, c'est le lien qu'on a avec l'autre, c'est quel rapport on a avec les autres, lien d'amour, d'amitié, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous fait nous séparer, qu'est-ce qui nous fait nous quitter, qu'est-ce qui nous fait nous venger, parce que je le disais, mais je ne vais pas aller trop loin sur cette histoire de vengeance, mais qu'est-ce qui nous fait être attachés à l'autre. Ouais. Et c'est de ça dont vous parlez. Ah, ça, c'est le mystère insondable des sentiments, qui est sûrement la chose la plus fascinante de la vie, notamment parce qu'on interprète les autres à l'aune de nos propres valeurs et à l'aune de notre propre lecture du monde. Donc on va poser sur eux un certain nombre de jugements moraux qui deviennent souvent des banalités d'ailleurs. Il est gentil, il est cruel, il est méchant, il est toxique, elle est ceci, elle est cela. Et on se trompe complètement. Et c'est ça qui était très intéressant aussi dans le fait d'avoir 5 personnages qui racontent à tour de rôle une histoire qui continue à avancer à travers leur voix, c'est que tous se méprennent sur les intentions d'autrui. Tous prêtent à autrui des intentions qui sont en réalité les leurs et pas celles de l'autre. Et cette espèce de c'est très humain. Mais c'est ça, ce malentendu fondamental sur l'altérité, on l'a tous. Et c'est lui qui, d'une certaine façon, fait en grande partie marcher les relations humaines. Et finalement, l'autre, c'est une espèce de livre très complexe, qu'on va aimer ou pas d'ailleurs, en fonction des éléments qu'on y découvre, mais un être est en général toujours beaucoup plus compliqué que l'image qu'on se fait de lui. Et ça, on s'en rend compte en apprenant à le connaître. Et parfois, on entend parler de gens qui ont des vies normales ou simples. J'ai l'intime conviction que les vies normales ou simples n'existent pas chez personne. Quel que soit le milieu socioculturel, quelle que soit l'histoire de vie, les vies simples n'existent pas, j'en suis certaine. Et la question de la possession aussi, possession d'un objet ou d'une personne. Oui, la question du désir, la question du désir dont on a besoin pour avancer parce que sinon on meurt. C'était le titre d'un livre de Marie Biédou, Un peu de désir sinon je meurs. Si on n'a pas ce désir, même cette confiance en soi, ce minimum de narcissisme, on n'avance pas. Et en même temps, si on en a trop, il nous étouffe. Donc on est dans cette espèce de négociation permanente entre le désir qui fait avancer et le désir qui tue, entre le plaisir de côtoyer quelque chose et puis la folie de la possession qui elle est complètement toxique. Et on n'atteint jamais le point d'équilibre. On est toujours entre un dossier, entre un pôle et l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'on aime aussi? Parce que je disais dès le départ, c'est aussi un livre sur l'amour. Mais je crois que toute la littérature ne parle que de ça. Toute la littérature ne parle que de l'inconnaissable énigme des sentiments et qui existe quoi qu'il arrive. Et là, le lien en plus, vous dites ça, et la musique aussi. La musique est le lieu des sentiments et de tous les sentiments. Et vous mêlez les deux dans ce livre-là. Est-ce qu'en ayant fini, en travaillant autant sur Scarlatti, vous continuez à l'aimer autant, Scarlatti, ou encore plus? Ah oui, ça s'est jamais arrêté. Alors simplement, non pas tellement avant, mais depuis que le livre est sorti, j'écoute un certain nombre d'interprétations que j'avais jamais écoutées. J'ai un peu plus de curiosité pour des interprétations sur d'autres instruments, par exemple. Et c'est sûr que je l'écoute différemment parce que j'ai en tête, je l'avais déjà, mais j'ai peut-être plus en tête tout ce qui a présidé à l'enregistrement, tout ce travail d'approche, de réflexion, ce travail presque spirituel finalement. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus tellement de connaître la sonate, parce que la sonate, elle est dans ma mémoire, donc je connais son déroulement, mais c'est de voir ce que tel ou tel artiste en a fait, comment il l'a intégré à son univers et comment il lui a donné sa voix. Et ça, c'est magnifique.
Votre matériau en tant que chercheuse, c'est aussi la littérature. Donc finalement, comme Manick, vous consacrez votre vie. Elle la consacre à la musique, mais vous au livre, à la littérature. Alors Lettres. oui, tout à fait. Et heureusement que j'ai eu la musique d'ailleurs, parce que la musique, c'est resté l'oasis qui n'était pas professionnelle, c'est resté la chose que je pouvais aimer à la folie, sans chercher à l'expliquer, à la comprendre, à travailler dessus, à théoriser. Ça pouvait être, ça pouvait être un amour qui se vivait dans la pure gratuité et dans une forme de Et désintéressement. de liberté. Et de liberté qu'on n'a pas quand on est dans un rapport professionnel, parce qu'on a sans arrêt l'œil analytique qui se met en marche. On n'a pas un rapport aussi détaché et aussi libre. Et je suis très heureuse de ne pas avoir fait de musique, même si ça me manque, parce que je me dis que ne pas en avoir fait, ça m'a permis aussi de pouvoir continuer simplement à l'admirer et à l'apprécier. Même pas un peu de clavecin. Jamais, jamais. Ce n'est que très récemment, ce n'est Ah. qu'il y a 2 ans que j'ai posé la main sur un clavecin et j'osais à peine poser mes doigts sur l'instrument, j'avais l'impression de commettre un sacrilège. D'accord. Vous pourriez consacrer toute votre vie maintenant en laissant tomber le travail à l'université et n'être qu'écrivaine? Non, non, j'aime bien travailler, j'aime bien avoir un travail, j'aime bien enseigner. Et même s'il y a des aspects du travail universitaire qui deviennent de plus en plus lourds, bureaucratiques et insupportables et qui nous épuisent, mon métier, je l'aime, ça c'est pas la question. Et il y a d'autres métiers aussi que j'aimerais faire et je peux pas du tout m'imaginer en me levant le matin avec comme seul horizon d'écrire des livres. Ça c'est pas possible. Vous vouliez être détective quand vous étiez petite. Et aujourd'hui, quel serait l'autre métier que vous voudriez faire? Et ben aujourd'hui, je voudrais être menuisière. Ah, bah oui, ça m'étonne pas. Ce métier est magnifique. Et d'ailleurs, il est très touchant, ce personnage d'ébéniste menuisier. Et c'est un travail presque proche de l'écriture, non, l'ébénisterie? Ah, il y a rien de plus proche. Je veux dire, on découpe des pièces, on construit, on polit, on affine, on rend certaines articulations invisibles. Normalement, le vrai menuisier, ni clou ni colle, il travaille uniquement avec des tenons et des mortaises, on ne voit pas les articulations. C'est un métier superbe et magnifique. Et vraiment, si demain j'avais la possibilité d'avoir une deuxième vie et de m'y mettre, je m'y mets sans C'est un problème. travail solitaire aussi. C'est un travail solitaire et c'est ça qui fait la beauté aussi, parce que quand on fait de la menuiserie et qu'on est seul, on passe presque autant de temps à se demander comment on va faire pour déplacer certaines pièces, parce que c'est assez compliqué quand on est tout seul. On passe presque autant de temps à organiser le travail qu'à faire le travail lui-même. Alors c'est merveilleux, parce que quand on travaille comme ça, certes les mains sont occupées, donc on réfléchit à l'objet qu'on est en train de fabriquer, mais la tête est libre. Donc la tête, elle rêve, elle écoute de la musique, elle construit des choses, c'est extraordinaire. Et il y a l'odeur de toutes les essences de bois qui sont aussi importantes. 555, Hélène Guester, nos éditions Arléa. Merci beaucoup. Merci.